Alors à présent, on va parler des communautés de patients. Donc on prolonge un peu dans la thématique là, qu'on était en train de traiter. Donc on va parler de ce sujet avec Alexia Jolivet, que vous avez déjà entreaperçu, elle jouait le rôle d'Alexia. Donc elle est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à Paris-Saclay. Et puis on va avoir une autrice à distance que Mathias va nous présenter, Chloé Chevalier. Alors, on a accepté son excuse à Chloé Chevalier. Elle habite en Suède et elle est enceinte. Donc on a dit d'accord, reste là-bas, mais on va quand même essayer de discuter avec elle, ce que j'ai très peu fait. Moi, j'ai discuté une fois avec elle. Pourtant, elle a déjà publié quelques livres en science-fiction ou fantasy, enfin dans les littératures de l'imaginaire. Et sinon, elle a un métier à côté qui est proche certainement, qui est d'écrire d'écrire des courts-métrages. Elle a aussi une petite société. En attendant la connexion, juste pour faire le lien, on a la première nouvelle dont on vient de parler de Raphaël Granier de Cassagnac, qui est exactement pour nous. Vous avez compris que ça se termine sur un choix, et donc on trouvait que c'était vraiment une ouverture pour l'anthologie. Ensuite, il y a un deuxième texte dont on ne va pas parler de tous les textes. Le troisième, c'est celui de Chloé, qui décrit un monde. On a eu beaucoup de nouvelles dessus, et celle-là est vraiment très 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 bien faite. Donc on a vraiment une autre problématique, c'est une société qui s'est recomposée à côté des grandes mégalopoles. En fait, on peut dire même que la plupart se sont écroulées. Donc on est sur une sorte de société post-capitaliste, mais de communauté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus beaucoup de santé. Et du coup, comment les gens vont se réinventer, comment les gens vont se soigner entre eux, comment les gens vont apprendre et transmettre. Et on va dire, puisque c'est aussi des termes à la mode, mais qu'on est dans quelque chose qui n'est pas dystopique, on est plutôt dans une sorte de sobriété heureuse. Mais enfin, la nouvelle nous l'a fait vivre, c'est-à-dire c'est vraiment pas théorique. On suit un personnage. Je peux vous raconter l'histoire pendant un quart d'heure, mais je préférais que ce soit elle. 10 minutes encore. Je vais vous raconter toute l'histoire. Et donc, le côté sobriété heureuse, vous voyez à quoi je fais appel, c'est-à-dire un personnage, Katia, qui va se retrouver malade, et il n'y a plus d'hôpital, ou alors il y a encore un hôpital pour des très très riches, et du coup elle va se retrouver dans une sorte de dispensaire. Bonjour. Est-ce que tu vois quelqu'un? Ah oui, tu vois personne, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, c'est Mathias qui te parle, devant quelques milliers de personnes. Non, c'est pas vrai. Et j'ai... Non, pas du tout. Donc, est-ce que tu entends bien? En revanche, on t'entend pas hyper bien? Si, c'est bien. Là, c'est bien. Voilà. J'ai présenté ta nouvelle. Est-ce que tu en lis un bout, ou quelqu'un en lit un bout, ou on en parle directement? Oui. Oui. Vas-y. Parfait. C'est parfait. Vas-y. On commence par le texte. Très bien. Allez, donc c'est un passage qui se situe pile au milieu de la nouvelle, qui est, je pense, le plus parlant peut-être sur le concept qui est développé dans ce texte. Et voilà, c'est vraiment le passage de bascule aussi dans la vie du personnage principal. Katia l'a figuré jusqu'à une salle de classe, d'anglais, de la décoration, l'idée de la plupart de ses chaises et bureaux au fil d'une table d'examen assez vieille, des proprement rafistolés et de quelques livres. Une très vieille dame d'entrée dans l'envie. On a laissé les derniers églises dans un charme qui les entraînait le visage. Tu enlèves ton t-shirt? Elle l'a laissé taper son sein gauche, comparé avec l'autre, puis s'entraînait en face d'elle la lutte plus grave. La taille de la masse est assez préoccupante, expliquerait-elle avec douceur. Mais impossible de savoir au coucher de quoi il s'agit exactement. Dangereux, pas dangereux, pensionnaire, triste,
La jeune soignante commencerait de toute façon cette question. On a aménagé quelques blocs et des tableaux. Les blocs, par exemple, ça allait très bien, t'inquiète pas. Bon, on a fait le bien. Donc, tu veux, on peut tout. Une clinique pour Richard qui doit te sortir de toi t'endormir, mais c'est donc quoi, tu décides. Attends, il faudrait que je me fasse couper un sein en prévention, sans savoir ce que j'ai le plus. Et sans aucune garantie que ça ne soit pas déjà trop tard. Si ça se trouve, ça a déjà métastasé, et bien ça récidiera de l'autre côté dans un an. Encore une fois, on ne peut pas savoir. C'est du délire. Non, c'est pas facile, mais c'est la vie maintenant. Elle tient en fait sa tête dans ses mains et cette fois ne ressemblerait pas ses larmes. La jeune femme fait une main sur son épaule, à peine une. On l'a déjà fait, pas une fois. J'ai appris à se rassurer et pas à se convaincre. Mon corps, ta vie, ton choix. Katia restait en silence, complètement confuse. On m'a dit qu'elle pouvait éviter de se encore un peu. Je sais pas qui t'a raconté ça, mais par partie plusieurs fois. On ne peut pas partir d'un pont et puis on entend des petits. Chaque qui s'est passé par lui, c'est Jérémy, et il part quelques jours. Moi, on apprend, mais je me sens pas en fait pour me lancer. Tout à fait. Katia. Donc, un pont, ça. Attends, stop. Excuse-moi. Là, on entend, depuis 30 secondes, on t'entend beaucoup moins. Est-ce que tu peux juste reprendre un tout petit peu et parler plus lentement, juste pour la transmission du son, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait capté tout. Ok. Ah oui. Est-ce que là, c'est mieux en termes de volume? C'est comme tu bouges la tête, enfin c'est normal quand tu lis. Voilà. Donc, non, on va t'interroger. Est-ce que tu peux expliquer, raconter la scène, s'il te plaît? Ouais. Et puis du coup, on va engager la discussion. Je pense que la lecture en continu est plus difficile, et c'est pas du tout de ton fait, c'est du fait de la transmission. D'accord, très bien. Donc, la scène, en gros, et tu as déjà résumé le texte ou pas? Que je répète ça globalement. Tu expliquer la scène, oui. Voilà. La scène, c'est en gros le personnage principal, donc découvre qu'il a une masse dans un coin. On est dans un monde où il y a beaucoup de choses se sont écoulées, dont le système de santé, du coup, avoir quelqu'un qui peut lui faire un diagnostic est très compliqué. Et du coup, elle découvre un lieu qui s'appelle le collège de médecine, où en gros, on te soigne, on te prend en charge, mais en échange de ça, tu dois donner, consacrer un certain nombre d'années de ta vie à apprendre à reproduire au fond les mêmes gestes qu'on t'a offert. Donc voilà, tu viens pour quelques instructions, on t'apprend à prendre l'appareil aux autres. Si tu viens pour, mettons, je ne sais pas, une partie, tu vas passer beaucoup plus d'années là-bas à apprendre finalement à répéter les mêmes gestes. Et l'idée, c'est que dans ce monde où tous les systèmes médicaux et scolaires et universitaires se sont écoulés, la seule manière de maintenir en vie une solidarité au niveau de la médecine et du soin, c'est cette transmission des savoirs de proche en proche. Donc en gros, on va apprendre ce qu'on a reçu. Voilà, donc là c'est le moment où le personnage principal apprend qu'il va devoir, alors c'est pas du tout ce qu'elle avait prévu, mais passer 8 ans suivants de sa vie à apprendre finalement des bases de chirurgie. Très bien. Est-ce que tu veux enchaîner? Oui. Alors, j'enchaîne. Je vais... Comme tu veux. J'ai pas entendu. Chloé? Vas-y. Non, je pouvais parler, mais je... Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être encore présent, et merci aussi Chloé pour cette lecture qui, à titre personnel, fut très agréable. Donc merci d'avoir présenté, de m'avoir permis d'analyser ce texte. Donc en fait, la nouvelle de Chloé se scande en 3 temps, qui présente 3 figures de la santé, et il me semble aussi 3 formes d'anticipation. Ces 3 formes d'anticipation, nous les avons développées dans le livre qu'évoquait Paul Loup en tout début, qui s'appelle Le futur de la santé. Donc il faut croire que ces livres étaient faits pour se rencontrer, puisque nous nous retrouvons dans nos réflexions.
Alors ce que je vais me permettre de faire, c'est de vous présenter brièvement ces 3 temps, ces 3 figures, et de questionner justement ce qu'elles nous apportent par rapport à l'anticipation du futur. Donc commençons tout de suite, plantons le décor. La première figure de santé qui est présentée, je l'ai intitulée plutôt une santé comme symptôme d'un délitement social. En fait, dès les premières lignes, nous sommes face à un monde désenchanté, de contestation. La contestation gronde et elle est à la hauteur de la crainte pour le futur qui saisit les protagonistes. Dès le départ, la question du sens pointe. Quel sens donne-t-on à cette société ? Et cet effondrement du sens, il éclate rapidement à notre figure lorsque les personnages principaux se rendent aux urgences. Urgence on crève, urgence en grève, lit-on. Dans ce monde, le manque de ressources se fait désespérément sentir dans une salle d'attente saturée. À même le sol, Katia, donc le personnage principal, s'assoit. Les infirmières sanglotent, le vigile a les yeux cernés. Impuissance, résignation, tension, des urgences au bord de la rupture qui, il est vrai, ne nous paraissent pas si étrangères. Donc, dans ce monde en flux tendu, le tri s'opère. Et il s'opère par une discrimination, par l'argent, par les revenus. Et le jeu des couvertures d'assurance. Le privé offre le salut à ceux qui en ont les moyens, et Katia ne fait pas partie de ces personnes-là. Donc, j'esquisse rapidement un portrait de cette première étape. Quelle figure de la santé avons-nous face à nous ? Dans cette première étape, en fait, la figure de la santé est présentée et assez cruelle. En effet, la santé ne se conçoit qu'à l'orée de l'urgence. Je vous cite un extrait. Le peu qu'il reste, donc c'est un médecin qui s'adresse à Katia, le peu qu'il reste, c'est-à-dire à peu près peanuts, on le garde pour les vraies urgences. C'est à quoi elle répond, mais si j'attends que ça devienne une vraie urgence, ce sera trop tard. Donc le soin n'est plus réduit qu'à sa dimension logistique, à une gestion de moyens, et réduisant ce soin donc seulement au geste curatif. Le soin ne s'appréhende que lorsqu'on s'approche du point de non-retour, celui de l'urgence, celui de l'impératif du soin, et il n'existe que finalement par l'expression des symptômes, la plupart physiques. Donc dans cette santé, pas de prévention, pas d'appréhension de la dimension morale de la maladie par exemple. Le soin devient le soin de l'ultime, et de ce point de vue est cruel parce que l'urgence n'est plus l'inattendu. Dans notre monde, cette urgence, ça arrive tout d'un coup, on ne l'a pas prévu. Là, au contraire, l'urgence peut être parfaitement rationalisée. C'est la condition pour être soigné. Donc, l'urgence est à la fois à double tranchant. Elle est la possibilité d'être soigné. C'est parce que vous êtes dans un état d'urgence que vous serez soigné, mais aussi c'est ce qui nous rapproche de l'irrémédiable et d'une certaine manière de la mort. Donc, dans ce système de soins, le soin est déshumanisé, tant pour le sujet du soin que pour l'agent de soin. Plusieurs éléments montrent que le soignant a perdu le sens de son soin, un soin qui est contraint et un soin discriminant. J'évoquais la problématique des couvertures des assurances. Vous vous doutez bien que dans ce monde-là, le soin, les inégalités de santé exacerbent les inégalités sociales. Quelle est la figure d'anticipation qui est en jeu dans cette première étape ? C'est ce que nous avons appelé dans le livre Le futur de la santé une anticipation prédictive. Et le premier sentiment quand on est lecteur face à cette première étape de la santé, c'est que l'on n'est pas si surpris. Ce futur-là, il nous apparaît fortement probable. Et finalement, il est l'exacerbation d'éléments déjà constitutifs de notre système. Donc, pas de réelle surprise, mais plutôt de l'inquiétude. Passons maintenant à la deuxième figure. Cette figure-là, c'est la santé comme élément de contrat social. Et il correspond plutôt à l'extrait que vient d'évoquer et de lire Chloé. Je confonds personnage et auteur. Donc,
Katia est désespérée. Je ne vous raconte pas tout, hein, je vous donne quelques étapes pour que l'on puisse suivre l'histoire. Donc, une solution se présente à Katia. C'est un squat médical dans un ancien collège, et le lieu en soi n'est pas anodin. Ce squat médical, il s'appelle le Collège de la médecine autonome. D'emblée, la démarche de soins qui est proposée entre en rupture avec nos logiques habituelles de gestion du soin. Elle arrive, les couloirs sont vides, pas de réception, donc pas d'accueil, ce qui sous-entend très clairement qu'il n'y a pas de protocole d'admission, mais surtout pas de système de santé. Et puis, il n'y a pas de diplôme. Dans ce monde-là, tout un chacun peut être soignant. Ce qui statue à la fois l'absence d'un repère collectif que peut représenter le diplôme en tant que norme, et donc qui peut signifier une forme de délitement du social, mais qui indirectement est une manière aussi de remettre en cause le rôle du diplôme en tant qu'outil actuel dans nos sociétés de positionnement les uns par rapport aux autres. Dans ce monde-là, il n'y a pas de diplôme et tout le monde peut être soignant. On s'interrogera d'ailleurs en conclusion sur le rôle du diplôme en tant que filtre d'aptitude. Si on vous décerne un diplôme, c'est que vous êtes apte à soigner. Et le fait que dans la nouvelle, finalement, cette aptitude n'est plus questionnée. C'est aussi une forme d'empowerment un peu extrême, mais on y reviendra. Et dans ce monde, dernier élément, il n'y a pas de hiérarchie. Donc pas de verticalité. La seule différence, c'est qu'il y a ceux qui savent plus et ceux qui savent moins. Donc, dans ce système de soins, on abolit tout cloisonnement et toute sélection. Alors, comment il va fonctionner, ce système ? Le fonctionnement va reposer sur le temps. Le salaire, c'est ton savoir. Alors, je ne sais pas si vous avez bien saisi dans la lecture de Chloé. En fait, le personnage est malade. Elle va au collège autonome, au collège de la médecine autonome pour se faire soigner. Et en échange, elle va être soignée pour une maladie plutôt grave. Et en échange, pour être soignée, elle va devoir apprendre à soigner la maladie qu'elle a eue pour pouvoir soigner d'autres personnes qui auront la même maladie qu'elle. En gros, vous vous blessez, on vous fait une suture, vous allez dédier un temps de votre vie à apprendre à faire des sutures pour pouvoir soigner des gens qui ont des problèmes de suture. Par contre, si vous avez une grosse maladie qui demande de la chirurgie, par exemple, vous allez pouvoir dédier des années de votre vie à apprendre à faire un acte chirurgical pour le redonner à quelqu'un qui est malade. Donc, dans ce monde-là, dans cette deuxième étape, la monnaie d'échange, en fait, c'est le temps et le savoir. Au premier abord, ça peut être une double peine qui apparaît assez terrible. Pourquoi ? Parce que, en plus d'être malade, donc de subir cette situation-là, première sanction. La deuxième, c'est que vous allez être privé de votre liberté pendant plusieurs années ou plusieurs mois, selon votre maladie. Alors, dans le texte, il est donné au personnage le choix de venir se soigner, on ne vous oblige pas. Mais bon, vous êtes menacé de perdre votre vie, donc vous voilà finalement contraint à perdre votre temps et la gestion de votre vie aussi. Mais dans un second, donc c'est le premier peut-être ressenti, on se dit « Oh, quelle situation terrible !» Mais dans un second temps, on voit qu'il y a deux logiques nouvelles qui apparaissent et deux formes de reconnaissance qui semblent émerger. Premièrement, c'est la reconnaissance d'une potentialité, alors certes dans notre cas contrainte et un peu obligée, de tous à pouvoir devenir soignants. C'est une forme d'égalité des chances et une forme, comme je le disais, d'empowerment déguisé. Tout le monde peut devenir soignant et tout le monde, ce qui présuppose des aptitudes de tous. Donc ça, c'est la première reconnaissance. Et la deuxième logique qui s'instaure, c'est la logique que vous avez reconnue sûrement du don contre don, qui lie finalement la survie de soi à la survie des autres. Et là, on peut voir peut-être les prémices d'une forme de responsabilisation collective, mais étant pour autant face à un collectif, c'est ce que nous allons voir dans la troisième figure. Troisième figure très rapide. Alors avant la troisième figure, je termine juste pour dire que là, on est face à une figure d'anticipation
plutôt adaptative, où ce que l'on nous présente, c'est un scénario plutôt possible, et qui va demander de mettre en place des stratégies. Et là, dans notre cas, la stratégie qui est mise en place par ce collectif, c'est plutôt de la ruse et plutôt du bricolage. Ma réaction face à ça, c'est de me demander, mais pourquoi... Alors, ce collège de médecine autonome, il est caché, hein, il est marginalisé, peut-être illégal. Et ma réaction, c'était de me demander, mais pourquoi face à ça, face à cette situation de ressources diminuées, l'auteur n'a pas imaginé un futur où justement ça serait peut-être plus une prise en main citoyenne, une prise en main politique du problème plutôt qu'un soin caché et illégal. Et d'une certaine manière, ce choix ne m'a pas tellement surpris. Finalement, dernière figure, rapidement, c'est le dernier temps de la nouvelle. Je vous en dévoile pas trop. Les années ont passé et l'on retrouve Katia, qui est sur une route de campagne, qui tire une roulotte, qui s'appelle Corps et âme, médecine et savoir ambulant. Et elle enseigne dans les campagnes le savoir médical. Là, nous avons glissé dans une autre étape. Katia est délivrée de ses obligations. Elle a rempli sa dette, hein, elle a passé les années qu'elle devait suite à son soin, mais elle continue. Donc la dette n'est plus, mais le devoir est. Et donc nous ne sommes plus là dans la figure d'un système de soins qui est fondé sur une coalition d'intérêts privés, mais dans les prémices d'une réciprocité généralisée. Et de ce point de vue, la santé devient un lien social. Et comment cela se passe ? Par le biais de la médiation et de l'horizontalité, puisque ce qui est en jeu, c'est de transmettre des savoirs. Et donc, on voit de quelle manière le savoir devient un outil de puissance et qu'il va s'opposer aux mécanismes de déliance, de division, qui sont alimentés notamment par la rareté des ressources et le recul de l'État. Et donc, ce qui m'a paru important, et Sébastien, rassure-toi, je conclus. Les points importants par rapport à cette dernière figure, ce sont deux choses. La première, c'est que je trouve que la nouvelle met en avant merveilleusement dans quelle mesure la santé peut être un élément déterminant et peut-être le lien déterminant du social. Et donc c'est finalement la dimension instituante de la santé que met en avant la nouvelle. Et pourquoi la santé est si importante et peut-être est-elle le dernier élément qui permet de refaire société, parce que le problème c'est qu'il n'y a plus de société c'est comme ça que je l'ai interprété dans cet environnement, mais c'est que le sentiment de vulnérabilité et la fragilité de l'existence demandent forcément le recours à l'autre et l'indépendance de l'autre. Donc il me semble que cela permet de nous amener à réfléchir sur le rôle instituant de la santé. Et dernier point, ce qui est marquant dans la nouvelle, c'est ce troc de son temps de santé contre la vie. Et il me semble intéressant de voir dans quelle mesure, c'est ce que j'ai déjà évoqué, la problématique de la compétence est complètement absente, supprimée, puisque tout un chacun peut devenir soignant. Et du coup, ça nous pose à questionner l'empowerment autrement, puisqu'il s'agit actuellement, l'empowerment est plutôt autour du préventif, aussi du curatif, mais là on va encore plus loin, puisqu'il s'agit d'agir sur la santé des autres. Et il me semble que c'est important pour penser le futur de la santé. Et aussi, ça met en place une forme de substituabilité entre soignant-soigné. Tout un chacun peut devenir soignant et soigné. Et peut-être est-ce là le préalable à une réciprocité renouvelée ou à une solidarité repensée. Voilà. Chloé, est-ce que vous souhaitez commenter, répondre rapidement? Merci pour cette réponse. Très intéressant. Et voilà, je n'ai pas encore compte, peut-être un peu quels sont les deux points de départ qui m'ont mené. Le premier, c'est que vous avez
rentrer là dans les dialogues. C'est le choix que les bons politiques énormément de gens qui rêvent ou fantasment sur le mouvement, la technologie, le survivalisme, donc on travaille sur comme ça, autrement, Chloé, excusez-nous, mais en fait la connexion n'est pas très bonne. Donc c'est assez haché et on a du mal à comprendre tous les mots. Donc je pense que l'on va peut-être laisser la place à s'il y a une question ou pas. Il faut conclure, donc je vous laisse la parole. Bon, je suis désolé, c'est frustrant, Chloé, mais on se sera vu un peu et on aura parlé du texte. Et moi, j'ai découvert des choses, donc j'ai découvert. Ça élargit mon spectre. Donc, au revoir, Chloé, et on fera encore mieux en connexion la prochaine fois. On va essayer un autre outil. Au revoir, au revoir. Salut. Vas-y. Bon, merci à tous d'avoir participé à cette soirée. Voilà, j'espère que ça vous a beaucoup apporté. Et puis, en tout cas, moi, ça m'a confirmé dans l'idée qu'Edgar Morin avait plutôt raison en parlant d'affectuel plutôt que d'intellectuel. Voilà, parce que c'est souvent en partant d'histoire et d'émotions, etc., qu'on finit par arriver au théorique et inversement. Donc voilà, sur cette petite pensée pour Edgar Morin, je conclus pour ma part cette soirée. Moi, je vous remercie. J'ai pas de commentaires. À chaque fois que je participe à ces rencontres, ça m'éclaire autrement sur des sujets et même sur les nouvelles que j'ai lues plusieurs fois. Donc, je vous remercie. Et je remercie aussi notre ami du comptoir des mots qui est venu exprès avec des livres et qui est un compagnon de la Volte depuis le début. Donc, on tenait à ce qu'il soit là. Merci à vous tous et on peut peut-être discuter un peu ou peut-être dehors parce qu'on sera peut-être chassés, je n'en sais rien. Merci.